Dans un petit instant, Jean-Charles Catteau, mon invité, expert des questions agricoles, sur le gaspillage. À tout de suite. La deuxième partie de Périscope avec Jean-Charles Catteau. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Pascal. Vous êtes expert des questions agricoles et alimentaires. Vous revenez du salon de l'agriculture. Alors, il y a une semaine consacrée à l'agriculture. Il faudrait que ce soit un peu plus d'ailleurs dans l'année. C'est bien d'aller au salon, c'est bien de voir les nouveautés, la production, les producteurs, mettre un visage derrière les productions, se rappeler qu'il y a toujours un fermier, une fermière derrière ce qu'on consomme. Au passage d'ailleurs, est-ce que l'ambiance cette année est bonne? Parce qu'on a beaucoup parlé d'agribashing. Et est-ce que finalement il y a toujours un lien entre les Français et les agriculteurs? J'ai l'impression que ce lien perdure, heureusement, parce que vous savez que ce n'est pas le moindre des paradoxes, mais malgré tout ce qu'on peut entendre sur nos agriculteurs, il y a quand même une certaine proximité, une affection pour les métiers de l'agriculture. Et je ne sais pas si cette impression se vérifiera, mais j'ai le sentiment qu'on est un peu passé au-delà du pur agribashing dont on parle beaucoup, qui occupe beaucoup les médias, comme vous le savez. Je ne sais pas si on en est déjà à l'agri-loving, mais on a l'impression qu'il y a un petit peu de chemin qui a été fait pour aller un petit peu à la rencontre les uns des autres, je pense. Ouais. Ouais, ils se comprennent mieux, finalement. Les gens commencent à se comprendre. J'espère que cette tendance va continuer et va perdurer. Oui. Alors, vitrine des productions, c'est un peu ça aussi, hein, le salon. Et puis, un courant aussi, et vous êtes un des spécialistes de la question du gaspillage, un courant qui vise à rendre de la valeur aux productions agricoles. Et j'ai envie de dire, quand on gaspille un produit, c'est souvent que la valeur perçue de ce produit est extrêmement faible. Et en effet, on le répète depuis quelques jours, mais nous investissons très peu de notre budget dans l'alimentation, alors que c'est un besoin physiologique de base. J'ai coutume de dire qu'on a affaire parfois à un policier dans sa vie, parfois à un avocat, mais on a affaire à un agriculteur 3 fois par jour. Oui, 3 fois par jour, matin, midi et soir, en effet. Alors, les pertes, le gaspillage, c'est un tiers, le chiffre est terrifiant, absolument. C'est un tiers de la production agricole qui n'est jamais consommée. Expliquez-moi ça. Au niveau mondial, c'est à peu près effectivement les chiffres méritant d'être réactualisés peut-être, mais en gros, nous produisons chaque année dans le monde, un peu partout dans le monde, 4 milliards de tonnes d'aliments. Oui. 1,3 milliard de tonnes ne sont pas consommées. Alors il y a une petite subtilité à avoir en tête, c'est qu'il ne se passe pas exactement la même chose, ce ne sont pas exactement pour les mêmes raisons selon l'endroit où on se trouve. Ouais. Disons que, sans caricaturer, mais pour faire simple, dans les pays du Sud, le problème est plutôt lié aux pertes, parce que le gaspillage dont on parle, les aliments les pertes au moment de la production, les pertes entre la production et la consommation, ouais. C'est-à-dire que ce sont des aliments qui n'arrivent quasiment jamais à l'assiette du consommateur. Prenons l'exemple d'un pays comme l'Inde, qui a connu des pertes considérables à certaines époques, qui a vu sa production de blé, dont le pays est un des premiers producteurs mondiaux, on ne le sait pas suffisamment, considérablement diminuée par les ravageurs, par exemple les rats, les souris qui en ont consommé. C'est lié à quoi? Parce que ça se protège, les cultures. Évidemment, donc c'est effectivement lié au fait qu'ils n'ont pas forcément le même arsenal que nous dans les pays du Nord pour protéger leur culture, par exemple, ou pour protéger leur stock contre les ravageurs, contre les insectes, etc. etc. Ça signifie donc que les traitements qui sont souvent condamnés, montrés du doigt, ont une utilité qui permettent de limiter, au moins celle-ci, permettent de limiter les pertes de production. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein, plutôt que d'être parfaitement manichéen en la matière. Évidemment, on sait bien que des progrès sont à faire à tous les niveaux, mais n'oublions jamais que ces pays-là aussi manquent parfois d'aliments à cause justement de ce manque éventuellement de produits de protection. Je rappelle que, effectivement, sans simplifier les choses, mais on a coutume de dire que les phytosanitaires, ce qu'on appelle les pesticides dans le grand public, sont là pour lutter contre ce genre de fléau. Contre les ravageurs. Absolument. Bon, alors donc, d'un côté, on ne va pas dire l'hémisphère sud, parce que ce n'est pas tout à fait le cas, mais enfin, les pays qui se développent, les pays émergents, voilà, les pays qui sont émergents ont un problème de Chez nous, pertes. c'est complètement différent. Et chez nous, c'est pas... Oui. Chez nous, les pertes, justement, sont relativement faibles, parce que la production est très maîtrisée, la transformation est très maîtrisée, puis c'est dans l'intérêt de personne. Ce que les grands distributeurs appellent la casse, par exemple, ce n'est pas dans leur intérêt, c'est aux dépens de leur marge, forcément. Donc les choses sont assez optimisées en la matière. Il y a peu finalement de pertes, en tout cas de pertes volontaires. Hein. Ça c'est clair que personne n'a envie de gaspiller tout au long de la chaîne. Malheureusement, il y a un certain nombre de pertes qui sont incontournables, des problèmes de calibrage de nos aliments, de fruits et légumes par exemple, même si aujourd'hui il est tout à fait autorisé de consommer un concombre en forme de U ou une carotte avec 2 ou 3 doigts. Ouais. Les moches, ce qu'on appelle les légumes moches, ouais. bon, ben on est d'accord, ils sont tout à fait accessibles par tout un chacun.
Vous savez, comme moi, qu'en tant que consommateur, c'est plus long d'éplucher une carotte à 3 doigts ou le concombre tordu ne rentre pas forcément dans les minceurs. Donc jusque-là... Méfiez-vous peut-être de la pomme qui est trop belle et trop lustrée. La pomme qui est irrégulière, je l'aime bien, celle-là, parce que je pense qu'elle a quelque chose d'un peu nature. Non, je me trompe ? Alors c'est possible, mais il ne faut pas non plus être trop naïf en la matière aussi, parce que certaines taches sur certaines pommes sont signe aussi de la présence de mycotoxines qui peuvent être particulièrement dangereuses à la consommation. Je pense à des toxines comme la patuline, par exemple, des toxines qui sont produites par des micro-organismes, par des champignons microscopiques. Attention, on peut considérer ça comme une tâche bénigne, alors qu'en réalité, elle est dangereuse. Alors, c'est pas un grain de beauté. Absolument. Voilà, hein. Si nous continuons le long de la chaîne, effectivement, il faut dire les choses comme elles sont, même si ça a un côté stigmatisant et culpabilisant. Il est quand même nécessaire de le rappeler. L'essentiel du gâchis, pour parler plus largement, qui se produit, c'est chez nous, en fait, au moment de la consommation, dans la restauration collective ou pas. Alors, on a des chiffres assez précis d'ailleurs, hein, en France. On a pris le cas de la France, c'est 10 millions de tonnes par an. Alors, je ne sais pas si vous confirmez. La grande distribution, 750 000. Les cantines, les restaurants, 1,08 million. Et puis les ménages, 2 millions. Il y a un delta, c'est-à-dire que ça va largement au-delà. Mais voilà les principaux foyers de perte. Ça signifie donc que nous sommes... consommateurs, les premiers coupables. C'est peut-être aussi parce qu'on est les plus nombreux. Principaux responsables, dira-t-on. Mais ceci ne s'est pas fait en un jour non plus, comme d'habitude. Hein. Ce sont des habitudes qui se sont installées chez nous. Nous sommes dans une société d'abondance, pour ne pas dire de pléthore, effectivement, d'aliments. Vous parliez de valeur il y a un instant, et j'aime beaucoup votre approche. Nous avons perdu la notion de la valeur de ces aliments. En 1950, 50% du budget des ménages étaient consacrés à l'alimentation. Et donc on prêtait de l'attention à ce qui était dans le garde-manger ou dans le réfrigérateur. Absolument. Parce que c'était la moitié du salaire. Dès lors que les prix ont chuté, ce qui a été le cas en 3 générations, là, les 30 glorieuses, pour faire simple. Oui, a une valeur, dès lors que la valeur perçue et même la valeur fiduciaire payée est faible, effectivement, on se dit on peut jeter. Mais j'irais bien au-delà, parce que là, c'est la partie quantitative, mesurable, la valeur, quelque part, monétaire ou financière de l'aliment. Mais moi, j'y associe les valeurs aussi avec un S. Moi qui suis fils d'une agricultrice et d'un boulanger, autant vous dire que ma culture familiale est très éloignée de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que sans arrêt, je suis appelé à rappeler à mon entourage quand ils ne le font pas eux-mêmes, parce que heureusement les choses évoluent. Il y a des valeurs derrière ça. Il n'y a pas que la valeur de l'aliment. Alors effectivement, il y a un besoin de respecter l'aliment pour tout ce qu'il représente, toute la chaîne, tout l'amont de la chaîne, tous ceux qui ont travaillé depuis le producteur, le transformateur, le distributeur, tous ceux qui ont mis du cœur dans la présentation des meilleurs aliments possibles, et comme vous le savez, qui sont parmi certainement les plus sûrs et les meilleurs du monde. C'est pas une vue d'esprit que de dire ça. Mais il y a aussi donc toutes ces valeurs qui sont associées à ça, qui font qu'il y a quelque chose qui me gêne, moi personnellement, en tant que consommateur, que de me rendre compte qu'on continue de faire ce gaspillage sans même parfois nous en rendre compte. Je partage votre gêne. Alors, il y a néanmoins un certain nombre de freins qu'il faudrait lever, une certaine confusion, par exemple, autour des dates de péremption des produits. Il y a ce que vous décrivez, il y a ce qu'on jette, effectivement, on l'a acheté, c'est dans le réfrigérateur, on ne l'a pas consommé, on a eu les yeux plus gros que le ventre, pour reprendre l'expression de nos parents, n'est-ce pas, et on le jette. Mais il y a aussi la question des dates limites de consommation, et vous allez voir que 20% du gaspillage alimentaire est lié, en fait, à un problème de compréhension. Les distributeurs, bien sûr, cherchent à clarifier la situation. Alors, tout ceci coûte cher, évidemment. Il y a non seulement les valeurs un peu immatérielles que vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Charles Catteau, puis il y a la valeur monétaire. En effet, ça fait quand même 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros chaque année, ça fait 159 euros par personne et par an. C'est beaucoup. Alors, j'ai regardé un petit peu Internet cet après-midi, tout ce qui se dit et s'écrit sur le gaspillage. Je vois énormément d'initiatives locales. C'est-à-dire que je vois que la solution, c'est pas le grand soir où on va lutter contre le gaspillage. Il y a une loi d'abord pour la grande distribution, mais c'est plutôt une succession de petites actions, les cantines, les restaurants d'entreprise, les commerces, tous les lieux où on vend de l'alimentation. En fait, je pense que c'est en agrégeant toutes ces initiatives
qu'on va faire avancer les choses. Je salue au passage l'initiative, par exemple, de Lucie Bache, la fondatrice de Too Good To Go, qui vient de s'exprimer dans votre reportage, qui a pris l'initiative de rassembler autour de la table, de mettre autour de la table un comité de pilotage et de réflexion autour de ça, où il y avait les grands opérateurs de la distribution, etc. Donc, comité où j'ai eu la chance et l'honneur d'être expert indépendant pour discuter de toutes ces questions. Et on sent qu'il y a une volonté commune d'avancer. Le cas typique, c'est effectivement le levier des dates limites qui sont encore sujettes à une grande confusion de la part des consommateurs. On l'a vu également dans votre reportage. Il va falloir clarifier les choses et c'est ce que propose ce comité. C'est ce que ce comité a proposé au ministre de tutelle, la transition écologique et de l'agriculture. Ceci dit, au niveau local, vous avez raison. Il y a quantité de choses qui se font. Je pense à tout ce qui se fait aujourd'hui en restauration collective, en restauration scolaire. Je pense à des amis cuisiniers responsables de cantines scolaires qui sont passés de 230 grammes à 30 grammes d'aliments jetés par convive et par jour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont des tas de recettes tout aussi géniales les unes que les autres, toutes plus géniales les unes que les autres. C'est par exemple l'invention du gâchimètre, par exemple. On met un tube en plexiglas au bout du self-service, et puis tous les jours, on met le pain qui a été jeté par les enfants avec un petit scotch en indiquant la date, le jour où on a jeté, et puis ça monte jusqu'au plafond en fin de semaine. Ça, c'est une initiative toute simple, mais qui fait une prise de conscience de chacun. D'autres initiatives, c'est aussi les boulangers. Je vois dans la restauration scolaire, dans la restauration collective, on est passé du pain pistolet 60 grammes au pain pistolet 40 grammes. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu... On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de restes, finalement, et donc il fallait diminuer le grammage. Puis il y a aussi un petit truc, c'est les outils de cuisine qu'on utilise, les couverts qu'on utilise. Si vous mettez des grandes cuillères, la tentation sera de prendre beaucoup dans l'assiette. La taille de l'assiette. La taille du couvert, c'est essentiel, ça. Dans les collèges aujourd'hui dont je vous parlais, dans la restauration collective, scolaire et universitaire, ça commence aussi dans les lycées, les régions se sont emparées de tout ça. Le principe de la petite faim, grande faim, c'est-à-dire tu prends une petite assiette, tu peux venir te resservir quand tu veux. Si tu prends une grande assiette et si tu jettes quelque chose, tu as un gage, quoi. En gros, c'est un petit peu l'idée. On peut très bien imposer ce genre de choses, proposer ce genre de choses dans la restauration commerciale. On peut imaginer demain de pouvoir choisir son grammage, comme ça se fait déjà dans certaines enseignes spécialistes de la viande, par exemple. C'est aussi l'un des moyens. C'est un des moyens d'arriver à cet objectif que j'appelle de mes voeux, c'est plutôt que de parler de gaspillage, encore une fois, comme je le dis, qui est un mot un petit peu culpabilisant. J'ai coutume aujourd'hui de parler d'épargne alimentaire et on revient à cette notion de valeur derrière. L'idée, c'est d'épargner nos aliments et de les sauvegarder, de les sauver d'une façon ou d'une autre grâce à ces leviers et grâce à toutes ces astuces. Il y a des astuces au niveau individuel. Alors, je sais que ça fait souvent rire, mais ça peut se mesurer. On a estimé que le fait de faire ses courses le ventre vide nous amène à acheter 20% d'aliments supplémentaires. Mais c'est humain, voilà. Ce sont des petites astuces. Déjeuner ou dîner avant d'aller au supermarché ou chez votre commerçant. Voilà, absolument. N'y allez pas le ventre vide. Absolument. Parce que le ventre vide, évidemment, ça décuple, ça catalyse l'envie de consommation. Deux mots également sur les applis qui existent aujourd'hui pour essayer de limiter. Est-ce que ça marche? Alors, essayer de limiter le gaspillage, donc à l'image de Too Good To Go, par exemple, qui est à l'initiative de l'une de ses premières applis en la matière. L'idée, c'est effectivement de connaître quasiment en temps réel sur les applications, comme on pourrait le faire pour le taxi et autres services, de connaître la disponibilité de manière géolocalisée de tel ou tel aliment qui est resté, un sandwich qui est encore à disposition chez le boulanger du coin. Les jeunes sont très habitués à utiliser cette appli qui leur fait faire de grandes économies. Plutôt que de finir à la poubelle à 14h, eh bien ce sandwich qui aurait fini de cette manière est encore disponible à moins 50, moins 60, moins 70%. Et donc c'est aussi un levier pour diminuer et épargner nos aliments et pour pas qu'ils soient produits pour rien, puisque tel est l'objet. Merci beaucoup Jean-Charles Catteau. Vous reviendrez, on parlera d'agriculture, parce que vous dites des choses un peu poétiques, mais juste en même temps sur l'agriculture. J'ai beaucoup aimé cette idée de l'épargne. Épargnons. Cessons de parler de gaspillage, parlons d'épargne, parce qu'en effet, c'est ce qui nous reste, l'alimentation, et il faut le protéger. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h pour le périscope de l'actu. Dans un instant, Arlette Chabot.